On va pas se mentir, la plupart des œuvres de fiction qu'on aime regarder sont rarement d'origine française, sauf quelques rares exceptions. Si pour tout ce qui est du domaine du visuel, par exemple les livres, les BD ou les mangas, ça demande juste d'attendre la parution d'une version écrite dans notre langue sans que ça ne choque grand monde. En revanche, pour tout ce qui comporte du dialogue, les films ou les séries, les distributeurs ont fait en sorte que des voix françaises remplacent celles d'origine, créant ainsi la version française qui, elle, est beaucoup plus sujet à controverse. En effet, bien que la majorité du public français regarde les VF, au fil du temps, les communautés de fans se sont de plus en plus plaints des doublages qu'ils jugent comme une hérésie. Au point qu'il n'est pas rare de tomber sur des proches qui vous snobent car vous avez regardé une VF. Si ce genre de situation vous est déjà arrivé et que vous souhaitez montrer à vos camarades qu'ils ont tort de vous critiquer gratuitement et dénigrer la VF en général, alors cette vidéo est faite pour vous. Et si vous êtes un fervent opposant de la VF ne supportant pas la simple idée qu'on puisse essayer d'en dire du bien, alors je vous demanderai simplement de bien vouloir écouter objectivement mon argumentation, car je ne cherche pas à imposer ce que je pense, mais simplement à ouvrir un débat constructif. Certains diront que le simple fait de ne pas entendre la vraie voix d'un acteur peut modifier l'interprétation de son jeu, avec par exemple le célèbre cas de Arnold Schwarzenegger, qui possède un fort accent allemand-autrichien que son doubleur attitré n'essaye pas de retransmettre, alors que cet accent lui a permis de débuter dans le milieu du cinéma, dans des rôles d'émigrés patibulaires un peu oubliables certes, mais qui lui ont permis de percer dans ce milieu. Et ne pas retransmettre cet aspect de l'acteur serait donc, entre guillemets, affaiblir sa performance. Mais d'autres veulent dire par pas fidèle que la localisation d'une œuvre amène systématiquement à une perte de qualité dans les dialogues modifiés. Un argument auquel je répondrais simplement que le fait de traduire quelque chose amène systématiquement à des choix. Et retranscrire mot pour mot est rarement la meilleure chose à faire, en particulier dans le domaine du doublage. Pour en revenir sur le cas du Governator, pensez-vous honnêtement que ça aurait été une bonne idée de demander à un Français d'essayer d'imiter un accent étranger à couper au couteau? Imaginez 100 minutes Terminator avec un accent franco-allemand, stéréotypé ou avec une voix inexpérimentée. Est-ce que ça aurait été réellement la meilleure chose à faire, ou n'ont-ils pas eu raison de privilégier la voix d'un badass du personnage? Une chose est sûre, dans le délicat exercice de la localisation, tout est question de choix, et critiquer gratuitement ce travail est extrêmement facile. Les langues n'ont pas toutes la même sonorité ou précision. Certaines répliques sont classe dans une langue et peuvent devenir et sonner ridicules dans une autre. Ça plus le fait que les gens polyglottes se croient trop choux quand ils comprennent quelque chose qui n'est pas français. Certaines langues ont besoin de moins de mots pour pouvoir dire la même chose que nous, et de manière générale, retranscrire une certaine construction de dialogue ou de certains traits d'esprit peuvent paraître littéralement impossibles à traduire. Imaginez la tête d'un Américain à qui on demanderait de traduire un truc comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ou de doubler une performance de Louis de Funès. Pas sûr qu'il trouve l'exercice facile. Et c'est pourquoi ce travail d'adaptation est confié à un directeur artistique. Un homme qui sait ce qu'il fait, ayant pour volonté de transmettre le travail au mieux en accord avec l'auteur. Pour finir, personnellement, je trouve ça bien quand une VF prend quelques libertés sur la version d'origine, que ce soit sur l'humour parfois dur à retranscrire, un choix d'interprétation sur le personnage, suivant ce que le directeur artistique juge le plus pertinent à accentuer, et voire même un changement de ton. Ce qui a pour conséquence de m'exaspérer quand on me dit que la version française n'a aucun intérêt, alors que parfois certains doublages se donnent du mal à créer un intérêt. Et avant de passer à autre chose, je tiens à m'excuser si ce que je dis ne s'appuie pas toujours sur des exemples précis. Mais le sujet étant très large, je préfère en aborder le plus possible plutôt que de me perdre, et je vous invite à vous appuyer sur vos propres références pour compléter mon développement. Du coup, passons à un autre point que j'aimerais évoquer, à savoir l'institution du doublage français. Là encore, je n'ai pas envie de me perdre avec 1 milliard de voxographies célèbres. Il y aurait de quoi en parler pendant des heures. Alors restons brefs. Car avouez-le, pour ceux qui s'y intéressent, on a tous pris plaisir au moins une fois à se surprendre du CV de certains doubleurs connus. Ça nous donne ce petit sentiment de respect envers l'artiste quand on réalise que l'on n'avait pas réussi à se rendre compte que c'était la même personne qui changeait sa voix, et on ne peut que comprendre ceux qui apprécient réentendre la voix d'un comédien qu'ils aiment bien, tel que Pierre Athé ou encore Alexis Thomasian. Et j'ai moi-même beaucoup de respect pour ces personnes-là, car sans prétendre être un expert dramaturge, je pense qu'un bon doubleur aura plus de facilité à être un bon acteur qu'un acteur n'a de chance de faire un bon doubleur. Car leur travail consiste à faire ressentir des émotions par la voix uniquement, ce qui est loin d'être facile, comme le prouve le très célèbre autodoublage raté de Vincent Cassel. Et on devrait s'estimer chanceux d'avoir une telle institution du doublage dans notre pays, car aux USA par exemple, à part tout ce qui touche à l'animation, ils n'ont pas l'habitude de pratiquer du doublage. La preuve, en France, quand des producteurs repèrent un film étranger qui a du succès, ils payent quelqu'un pour écrire des sous-titres et font enregistrer une VF pour distribuer le film original chez nous. Aux États-Unis, quand des producteurs repèrent un film étranger qui a du succès, devinez ce qu'ils font? Ils font un remake du film en question avec des réalisateurs et des acteurs bien de chez eux. Loin de moi l'idée de dire que les remakes sont nuls, c'est là un autre
autre débat. Non, je cherche à citer que des cas de remake que l'on peut qualifier sans trop de méchanceté d'inutiles. Prenez par exemple le film Un Indien dans la ville, l'histoire d'un jeune enfant originaire d'Amazonie qui découvre le monde de la ville, concept plutôt simple et universel pour un public occidental, qu'importe que la ville soit Paris, Londres ou Berlin. Et bien bizarrement, les producteurs américains ont jugé indispensable d'en faire un remake où l'action se passe à New York. Pareil pour d'autres succès du box-office français comme Les Visiteurs, Le Dîner de Con, Le Père Noël est une ordure, ou même d'autres films étrangers à l'histoire pas si ancrée dans la culture locale que ça, comme Old Boy. Tous ont eu le droit à un remake US. Et maintenant, je vais vous poser une question extrêmement difficile. À votre avis, quel est le point commun entre tous ces films? Alors là, je vous laisse le temps de réfléchir. Je pense que vous avez trouvé la réponse qui est plutôt évidente. Ils sont tous minables. Ou au mieux moins bien que l'original. Et encore, les juger comme ça, c'est être très gentil. Alors qu'il n'aurait pas été si dur de juste doubler le film et remplacer les références purement françaises par des américaines. On en arrive même à voir des absurdités totales, comme le remake américain de Taxi, un film d'action et d'humour écrit par Luc Besson. Un français utilisant les codes du cinéma américain et que le public US connaissait déjà grâce à Léon. Quand je vois ça, je comprends tout de suite pourquoi Besson préfère tourner en version anglaise alors qu'il bosse avec des Français. Car la France n'a pas de problème à doubler des films étrangers. Alors le point faible de mon argument sur l'instruction du doublage français, c'est le problème dû au fait que la voix d'un même acteur change parfois d'un film à l'autre. Même si parfois je trouve que changer peut être utilisé intelligemment comme avec Django, où la version française normale de Samuel L. Jackson a été remplacée par un autre dont le timbre de voix et le jeu étaient plus centrés sur le côté vieil esclave du personnage qui contraste des rôles où on a l'habitude de voir l'acteur. Je ne peux que reconnaître que c'est effectivement un problème que je peux comprendre. D'autant plus que dans des séries où des voix de personnages changent d'un épisode à l'autre, ou que de nos jours certains comédiens de doublage meurent avant leur acteur attitré. Mais dans tous les cas, on ne peut pas nier le fait que nous avons une solide base de bons doubleurs francophones qui ont pu donner naissance à certaines VF que beaucoup jugent supérieures à l'original, comme avec Retour vers le futur. On a même réussi à créer La Classe américaine, un film constitué uniquement d'extraits de vieux films américains libres de droit doublés de manière à raconter une histoire qui n'a rien à voir avec les originaux. Un projet à l'apparence nanardesque qui est pourtant considéré comme culte par beaucoup. Ce qui m'amène à un point qui a tendance à m'énerver beaucoup. Les gens qui se plaignent systématiquement de ceux qui ne regardent pas les dessins animés en VO. Qu'on dise que l'on préfère certaines versions originales à la française, je peux comprendre. Mais qu'on se mette à généraliser, je trouve que c'est vide de sens, car dans ce cas-là, le doublage est au cœur du projet. Le doubleur français et le doubleur d'origine ont un travail quasi similaire. Et comme je l'ai déjà dit, la France possède un certain nombre de doubleurs de qualité et le travail d'adaptation est confié, comme je l'ai déjà dit, à des directeurs artistiques qui prennent le temps d'analyser la version d'origine. Alors je vois pas pourquoi on cracherait fatalement sur le travail de ces gens sans même leur donner leur chance. Mais bon, je sais qu'il ne faut pas généraliser, il peut aussi y avoir des VF moins bonnes que l'original. Je n'ai jamais prétendu le contraire et ces dernières années ont vu apparaître une fâcheuse tendance dans les doublages français de films d'animation. Vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Préférez la guest bankable à la qualité. Si quelquefois on a droit à de bonnes surprises comme avec Franck Dubosc, la plupart du temps on a tendance à souligner les cas les plus destructeurs de cette méthode, si vous me permettez le terme, putain entrée. Tel que le cas très récent du film Ratchet & Clank qui, en plus d'enfoncer le clou sur le cercueil dans lequel les adaptations de jeux vidéo sont malheureusement prisonnières à quelques rares exceptions près, se paye le luxe de comporter dans son casting vocal des célébrités du net. Inutile de les présenter de nouveau, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que leurs talents d'acteurs ne font pas vraiment l'unanimité. Un choix qui nous a laissé comme un arrière-goût de désacralisation du travail de doubleur au profit des têtes d'affiche du moment, aussi populaires que populairement impopulaires. Mais bon, dans le cas de ce film, d'après les quelques courageux qui l'ont regardé, c'était déjà parti pour être n'importe quoi, avec le travail d'origine, et à mon avis, les producteurs ont juste voulu réduire la casse, en misant tous sur les quelques fanboys et inconscients capables d'aller au ciné juste pour un nom en tête d'affiche. Alors faisons ce qui est de plus raisonnable, et ne jugeons pas un film sur son casting vocal. Car comme je l'ai dit, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, et de toute façon, les castings originaux de films d'animation font parfois la même chose. Et pour ceux qui seraient en train de se plaindre que je parle surtout de traduction de l'anglais, rassurez-vous, je vois très bien de quoi vous voulez que je parle. J'imagine que ça doit être le doublage des dessins animés japonais. Je préfère être honnête, je ne suis pas un grand fan de japanimation. Je ne parle pas un mot de japonais, et je ne trouve pas cette langue spécialement plus mélodieuse qu'une autre, ce qui fait que quand je joue à des jeux japonais donnant le choix entre des voix japonaises ou anglaises, je choisis toujours l'anglais, car je préfère quand je comprends ce qui est dit. Ceci dit, ça n'empêche pas de comprendre le point de vue des otaku du moment que leur argumentation ne se
résume pas à du kikujap. D'après ce que j'ai compris, le Japon accorde beaucoup d'importance à ces doubleurs qu'ils appellent les seiyuu, dont le jeu d'acteur vocal particulier serait à en croire les fans inégalable par un français. Et effectivement, je concède dans ce cas-ci que la VF a plus tendance à se planter auprès des fans qu'autre chose. La faute a plusieurs facteurs. Comme je l'ai dit, il y a des voix d'origine que la fanbase a souvent tendance à glorifier. Bien que je ne sois pas sûr qu'ils réussissent à prononcer leur nom facilement, exercice auquel je ne me risquerai pas, rassurez-vous. Mais en plus de ça, il ne faut pas oublier que le Japon c'est une culture, et surtout une langue vachement différente de la nôtre. Aussi bien dans la sonorité que dans la construction de ses phrases, ou de leur longueur. Là encore, on en revient au problème de l'adaptation et de choix. Et pour en revenir sur la notion de choix d'adaptation plus culture, là encore, je comprends que certains choix de localisation peuvent avoir l'air con. Et perso, ça ne me dérange pas forcément qu'une version française essaye de modifier certains éléments qui passent mal avec nos codes occidentaux, comme des histoires d'amour entre cousins. Désolé, je suis peut-être un peu trop fermé d'esprit à vos yeux, mais c'est comme ça. Par contre, rassurez-vous, je trouve ça extrêmement débile qu'on transforme des boules de riz en sandwich. De plus, loin de moi l'envie de passer pour le briseur de couilles de service pro VF. J'aimerais quand même relativiser les choses par rapport aux seiyuu. S'ils sont si adulés, c'est aussi dû au fait qu'au Japon, le marché de l'anime représente une part colossale des produits culturels, et que par conséquence, le public a beaucoup plus l'habitude d'entendre de l'animation et des créateurs de voix qui auront donc plus de présence dans les médias et qui s'intéresseront à eux. Là où en France, pays qui importe beaucoup d'animation sans en produire beaucoup. Ce qui fait qu'on a rarement tendance à consacrer des émissions dédiées à nos doubleurs, que l'on oublie en général au profit de célébrités donneuses de voix, faisant qu'au final des noms comme Emmanuel Curtil ou Marc Casso restent paradoxalement méconnus alors que leur travail est apprécié de beaucoup. Et notez aussi que je n'ai pas utilisé le terme doubleur, mais créateur de voix pour parler des seiyuu, car ce qu'ils font n'est que rarement du doublage. Doubler, c'est parler d'une œuvre déjà achevée, ce qui n'est pas le cas des seiyuu, qui en général enregistrent leur voix avant que l'animation ne soit terminée pour que les animateurs s'adaptent à leurs prestations. En effet, le public japonais ne prête aucune attention au concept de synchronisation avec les lèvres. Regardez un film en version japonaise et vous verrez à quel point ce n'est pas en raccord. Alors avant de jeter de pierres sur le travail français, rappelez-vous qu'ils ont une contrainte en plus. Pour en finir sur ce point, je dirais que dans ce domaine, juger une VF se fait au cas par cas. D'autres vous détailleront ça mieux que moi, et là encore, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, comme le prouve la VF très appréciée de Porco Rosso comportant Jean Reno et Jean-Luc Reichmann. Poursuivons la vidéo avec un argument qui est de plus en plus utilisé, selon lequel la VF était mieux avant. En effet, comme je l'ai déjà dit, il y a eu par le passé des VF considérés comme meilleurs que l'original, mais qui demandaient beaucoup de temps de préparation. Pour en revenir sur l'exemple de la VF de Retour vers le futur que même les Américains en globalité préfèrent à l'original, il faut savoir que le film a mis 8 mois à sortir en France. Oui, vous avez bien entendu, 8 putains de mois. Une époque de toute évidence bien révolue quand on compare avec Star Wars 7 dont la VF est sortie en même temps que la VO. Mais soyons réalistes, bien qu'il y ait toujours un petit peu d'attente consacrée à la VF, de nos jours, avec la démocratisation d'internet, il semble impossible d'attendre 8 mois la sortie d'un film pour un public de plus en plus impatient. Et l'arrivée du piratage et du téléchargement de la VO a vite fait comprendre aux distributeurs qu'il fallait mieux se dépêcher de sortir en VF pas trop longtemps après la VO, afin que le public ait la volonté d'aller le voir au cinéma et non chez eux. Ça plus les spoilers sur les réseaux sociaux, qui comme vous le savez bien, sont un véritable problème. Certes, on peut noter que c'est un bon raisonnement logique allant au-delà du simple c'était mieux avant. Mais ça n'empêche pas la possibilité qu'une part de nostalgie ait pu enjoliver tout ça. Qui sait, peut-être dans une dizaine d'années, une nouvelle génération de spectateurs donnera des louanges pour voir la VF de je ne sais pas quel film. C'est effectivement assez improbable, mais comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais dans tous les cas, si on revient au dessin animé, je ne pense pas que cet argument soit valable. Comparez n'importe quel animé récent en VF par rapport au doublage de l'époque du Club Dorothée, et vous constaterez par vous-même qu'on est heureusement bien loin du temps où l'on pratiquait des censures ridicules en partant du principe que la violence n'avait comme seule origine la fiction. Continuons avec une attaque que certains anti-VF particulièrement peu sympathiques envers leurs prochains ont tendance à employer. Traiter ceux qui regardent une VF de feignasses, ne voulant pas faire d'efforts. Premièrement, comparer l'action de lire un sous-titre à un effort, et je trouve un peu exagéré. Bien que moi-même étant gosse, comme tout le monde je pense, il n'était pas question de me forcer de regarder une VO STFR. Deuxièmement, ce genre d'argument est un jugement de valeur qui ne devrait pas dépasser le seuil de la taquinerie. Car je suis désolé, mais oui, voir un film avec des sous-titres, ça peut gêner certaines personnes. Déjà, essayez de regarder un film très bavard au dialogue compliqué avec des sous-titres. Parce que je sais pas pour vous, mais à mon avis, ça peut rapidement devenir chiant ou difficile à suivre pour celui qui a le malheur de lire trop lentement. Et puis, de manière générale, le sous-titre, de par sa nature, est fait pour attirer l'œil et détourner notre attention de ce qui se passe sur l'écran, ce qui peut énerver certains spectateurs, car le cinéma est avant tout un média visuel appelant à la contemplation. Faites l'expérience de mater un film français avec des sous-titres
sous-titres français. Vous remarquerez que votre œil n'arrêtera pas d'être attiré par les sous-titres et de les lire. Alors qu'on sait que c'est parfaitement inutile de les lire, à part si on veut s'instruire sur l'orthographe. Ou encore plus flagrant, il m'est moi-même arrivé des fois sur des très mauvais sites internet de diffusion de tomber sur une vidéo en français avec des sous-titres d'un autre alphabet. Et me demandez pas pourquoi je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ces sous-titres étrangers alors que je ne connaissais même pas l'origine de ces lettres. Ce qui me gênait dans le visionnage, mais c'était plus fort que moi. Ces lettres sont faites pour être tape à l'œil. Mais de toute manière, ceux qui utilisent cet argument comme quoi les autres veulent pas faire d'efforts oublient une chose toute simple. Les gens sont plus à l'aise avec leur langue natale car la VF c'est avant toute chose présent comme outil d'accessibilité. Certes des fois c'est mal foutu et pas en raccord comme dans les Feux de l'amour. Mais ça permettra dans tous les cas de faire découvrir une œuvre à quelqu'un rebuté par les langues étrangères qui pourra par la suite devenir fan et éventuellement découvrir la VO. Car soyons honnêtes, on a tous eu comme premier regard de la télé et des films les versions doublées. Et on regardait car c'était notre langue natale. Certains me diront sans doute, pour rester dans l'optique de traiter son prochain de feignasse, que faut regarder la VO car ça nous permet d'apprendre les langues étrangères. Suite à quoi je dirais, on n'a pas tous envie d'apprendre des langues étrangères. C'est la raison pour laquelle les prestations des doubleurs japonais m'indiffèrent. Et surtout, à part certaines performances d'acteurs particulièrement bien exécutées, les gens ont du mal à ressentir l'émotion d'une langue qu'ils ne comprennent pas totalement. D'où croyez-vous que viennent toutes ces blagues sur Hitler qui s'énervent? Des fois la VF apparaît comme un véritable outil à la compréhension, ce qui illustre très bien, d'après ce qu'on m'a dit, le cinéma coréen, car les bases du code du jeu d'acteur sont différents des nôtres, ainsi une personne joyeuse pourra passer pour extrêmement triste selon nos bases à nous. Et des doublages dans notre langue nous aidera alors à saisir les émotions exprimées. Et de toute évidence, les chiffres le prouvent. Quand un produit, en particulier les films, a une version française, il se vend mieux. C'est un fait. Alors il faudrait arrêter de dire du mal de tel ou tel doublage de quelque chose que vous aimez si ce n'est pas dans l'optique de l'améliorer. Car la VF l'aide à exister et se développer pour continuer. Et à force de se plaindre de la VF de manière générale sur internet, vous allez finir par convaincre les producteurs que ça ne sert à rien de s'investir sur la VF, puisqu'elle sera systématiquement critiquée et ils ne verront en elle qu'un outil commercial dont ils réduiront les coûts et automatiseront. Dans cette situation, on comprendrait leur point de vue. Pour en finir avec ce débat insoluble, je dirais simplement que pour moi, dire de ne pas regarder la VF devrait rester de l'ordre du conseil et pas du jugement de valeur systématique et haineux. Imposer la VO aux autres sans bonne argumentation, c'est juste du fanboyisme idiot. C'est vouloir imposer votre vision des choses aux autres et refuser d'en envisager une autre. De toute façon, pour moi, c'est de l'ordre de l'appréciation personnelle. Si quelqu'un prend plaisir à regarder une VF, tant mieux pour lui. Moi-même, j'ai toujours préféré regarder South Park en VF alors que j'ai essayé la VO. C'est mon opinion, je ne l'impose pas comme une vérité unique et c'est ce que tout le monde devrait faire selon moi. Bref, j'espère au moins vous avoir donné des choses à dire si on vous harcèle sur la question. Et si jamais le sujet vous intéresse particulièrement et que vous voulez plus de vidéos sur le sujet, alors je vous recommande la chaîne de Mr Fox et notamment son émission Parlons VF qui essaye de traiter de ce sujet objectivement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Vous voyez à l'écran le récapitulatif des arguments positifs pour la VO et la VF. Si vous avez un avis sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.